Bonjour à tous, je m'appelle Franck et je représente aujourd'hui l'association SOPSI Bordeaux, une association d'étudiants, de chercheurs et de professionnels en psychologie sociale. Je représente aussi ma chaîne Psyché Ludique où je parle de psychologie et de jeux vidéo. Et pour cette dernière conférence, nous allons parler de pourquoi prêtons-nous des intentions aux robots et aux intelligences artificielles. Ou plus vulgairement, pourquoi parfois on se comporte avec eux comme s'ils avaient une conscience. Alors peut-être il faudrait déjà que je vous prouve qu'on le fait avant de vous dire pourquoi on le fait. Donc je vais vous parler de celle qui m'a inspiré ce sujet. Elle s'appelle Elisa. Et Elisa est un programme informatique qui est apparu dans les années 60. C'est une sorte de logiciel chatbox où vous pouvez lui écrire des phrases, vous pouvez discuter avec elle. Et quand vous lui envoyez une phrase, elle va vous répondre en reformulant votre affirmation par une question du style « Pourquoi dites-vous que votre rupture a été difficile ?» Ou alors, elle va poser des questions très précises, Elisa. Elle va dire « Pouvez-vous me parler de votre famille ?» Et quand vous écrivez des phrases et qu'elle ne peut pas reformuler avec son algorithme, elle va tout simplement vous dire « Je comprends ». Je pense que vous voyez où le créateur voulait en venir. Elisa est un logiciel qui imite une psychothérapeute. C'est fou. Et le plus fou dans tout ça, c'est que les gens savaient que c'était un programme. Il y avait des patients, il y avait des gens normaux. Et ils disaient que Elisa était impliquée émotionnellement dans la conversation, qu'elle avait un intérêt à discuter, qu'ils se sentaient écoutés comme avec un vrai thérapeute. Et les scientifiques, ils étaient surpris, et du coup, ils ont appelé ça l'effet Elisa, qui est la prédisposition à attribuer à des suites de symboles générés par ordinateur, et en particulier des mots, plus de sens qu'ils n'en ont réellement. Alors là, vous me dites, oui, il est quand même parti chercher l'exemple qui l'arrange le mieux. Non, ouais. Bon, ok, on va prendre un truc encore plus simple et encore plus vieux. Juste avec des formes. Les psychologues sociaux, ils se sont intéressés à comment on explique les choses de la vie de tous les jours. Donc ils ont présenté une vidéo avec un petit rond, un grand triangle et un petit triangle qui se déplacent autour d'un segment. C'est toujours la même vidéo. Et ils ont demandé aux spectateurs qu'est-ce qu'ils voyaient. Et du coup, les gens se sont mis à créer une forme de narration. Ils disent, oui, le méchant triangle, il est sorti de sa maison et il est parti embêter le petit rond et le petit triangle. Et le petit triangle, il avait peur. Et le petit rond, il avait peur, il s'est caché dans la maison du grand triangle. Alors, ils sont allés dans des trucs complexes, ils leur ont donné des intentions, une personnalité, ils ont trouvé des conflits. Et ce que cette première expérience nous montre, parce qu'elle est dans les années 40, n'empêche, c'est qu'on interprète beaucoup l'environnement et qu'on met plus d'informations qu'il n'y en a en fait. Et ça, c'est notre tendance à attribuer des causes, ce qui a donné le nom très précis de la discipline, qui est attribution causale, terme barbare qui veut juste dire comment l'esprit humain cherche des causes aux éléments dans l'environnement, parce que c'est important pour nous. Comment on aurait pu survivre, comment on pourrait apprendre si on n'essaye pas de trouver des causes à des événements qui n'ont aucun lien. Moi, j'aime bien l'exemple de la danse de la pluie et du fait de taper sur son ordinateur quand il ne marche pas. On pourrait croire que les anciennes civilisations, elles faisaient la danse de la pluie et sont bêtes. Ben, parfois, elles dansaient, il y avait de la pluie. Vous, parfois, votre ordinateur ne marche pas, vous tapez dessus, il remarche. Et vous faites un lien de causalité en mode, bon, ben, quand il ne marche pas, je vais le taper dessus, comme ça, c'est bon. Et il y a deux formes d'attribution causale, en fait. Soit vous avez le situationnel, vous vous dites, quelqu'un vous bouscule dans la rue, bon, il a dû regarder son téléphone, il a dû avoir la tête dans les nuages. Soit vous dites, il est méchant, il voulait vraiment me bousculer. Ça, c'est l'attribution interne. Soit vous voyez l'algorithme de Elisa et vous dites, ok, elle est programmée pour répondre comme ça. Soit vous pensez qu'elle est vraiment impliquée dans la conversation. Soit vous pensez que les figures géométriques se déplacent parce que c'est juste une vidéo. Soit vous vous dites que, oh, il y a le méchant triangle contre le gentil petit triangle. Attribution des causes situationnelles, attribution des causes internes. Et on a plus tendance à faire le second, la situation interne. Enfin, attribuer des causes à des situations. Attribution causale interne, si vous préférez. Ouh là là. Et du coup, vu qu'on a plus tendance à le faire, et je pense que vous êtes rodés sur les biais, c'est ce qu'on appelle le biais d'intentionnalité. C'est avoir tendance à toujours dire qu'il y a des biais, que les choses sont... C'est parce que c'est la personnalité ou l'intention. Et c'est important, c'est un point de vue évolutif, c'est important de reconnaître les intentions de quelqu'un autour de vous. Sauf que
Et en plus, ça surgit très tôt. Genre, pour les enfants, c'est vers 15 mois, ils commencent à acquérir cette capacité, c'est même avant le langage. Sauf qu'en fait, c'est vraiment notre mode de fonctionnement par défaut. Il y a des scientifiques qui ont pris des phrases ambiguës, qui présentent des situations, ils les présentent aux gens, et les gens doivent dire « ça, c'est intentionnel, ça, c'est accidentel ». Ça marche. Vous prenez avec les phrases ambiguës, ça marche. Vous faites en sorte que les gens ont moins de temps pour dire si c'est accidentel ou situationnel, vous les pressez, quoi. Ils vont avoir plus tendance à dire que quelque chose est intentionnel que accidentel. Donc, au niveau primaire, c'est vraiment la première chose qui vient, et il faut faire un effort pour dire que c'est accidentel ou non, quand l'action est ambiguë en tout cas. Et du coup, on a un premier élément de réponse de pourquoi inférons-nous des intentions aux IA. C'est parce que nous avons un biais d'intentionnalité. C'est un peu tautologique, j'avoue. Pourquoi on met des intentions? Parce qu'on a un biais d'intentionnalité. Bon, on va y venir. Qu'est-ce qui se passe si on applique ce biais à la robotique? Eh bien, nous avons le biais d'anthropomorphisme. Qui sait ce que c'est que l'anthropomorphisme? En général, hein, dans son sens le plus vulgaire. C'est la tendance à attribuer des formes humaines à des choses de notre environnement. Ça se voit particulièrement dans l'art et la culture. Par exemple, Bugs Bunny est un lapin anthropomorphique avec des formes humaines. Là, beaucoup de divinités dans la culture ont des formes humaines, comme les dieux égyptiens. Ou par exemple, vous avez Groot, là, qui est un arbre à forme humaine. Bon, là, c'est un peu triché, j'avoue. Et en psychologie, on dit que c'est la tendance à assimiler de manière inconsciente les actions d'un robot à des comportements humains. Et dans la robotique, c'est lorsque vous faites en sorte que votre robot ressemble à un humain. Donc vous avez l'anthropomorphisme au niveau de la construction, et vous avez le biais d'anthropomorphisme qui se situe au niveau de la personne qui perçoit. Qui connaît la série Love, Death and Robots? Wouh, yes. Oh. Alors pour ceux qui ont vu l'épisode 13, Lucky 13, on a l'histoire d'une pilote, d'une femme, qui est obligée de piloter un vaisseau qui a mauvaise réputation parce qu'il a le chiffre 13 sur lui et que jamais les escadrons qui sont partis avec lui reviennent vivants. Et elle va commencer à réussir des missions avec ce vaisseau, qui ne parle pas, qui ne ressemble pas à un robot, et elle va commencer à lui donner une personnalité, elle va s'attacher à lui, et la manière dont c'est filmé, on ne tranche jamais si le vaisseau a une conscience ou non, mais on a l'impression qu'il a des émotions et qu'il aime aussi son pilote. Et ça, c'est un parfait exemple d'anthropomorphisme du point de vue psychologique, sans pour autant modifier les caractéristiques du robot. Du coup, je vous conseille cet épisode. Et petit fun fact, c'est une femme, c'est une pilote, on sait qu'en moyenne, les femmes ont plus tendance à faire de l'anthropomorphisme que les hommes. Mais c'est parce que... On en reparlera si vous avez des questions sur ce point précis. Donc du coup, on a le biais d'anthropomorphisme qui fait qu'on se retrouve avec des androïdes, qui sont des robots à forme humaine. Je dirais que cette pensée, quand c'est jusqu'au bout dans la fiction, on a la série Blade Runner, vous connaissez Blade Runner? Oui, voilà, où on pousse vraiment le concept de robot humain jusqu'au bout. Et donc les gens en profitent pour faire des robots à forme humaine parce que c'est vendeur, puisque ça nous plaît les formes humaines du coup. Ça c'est dans la conception. Et du coup, vous allez me dire à quoi ça sert? Maintenant, on aimerait bien le pourquoi. On sait que ça s'appelle biais d'anthropomorphisme, on sait que c'est pour ça qu'on met des intentions, mais pourquoi on le fait? Parce que c'est relié à une motivation fondamentale en psychologie, l'effectance motivation. Je préfère le terme anglais parce quand on le traduit, on perd un peu de son sens. En gros, ça regroupe le besoin de comprendre son environnement, de prédire celui-ci et de pouvoir le contrôler aussi. Et les scientifiques ont fait un test. Ils ont mis des personnes face à un ordinateur qui marche bien, voilà. Ils ne font pas d'anthropomorphisme. Ou alors, ils ont mis les personnes devant un ordinateur avec des dysfonctionnements, qui réagissaient bizarrement, qui étaient parfois incontrôlables. Et là, quand les êtres humains sont face à un ordinateur qui fonctionne moins bien, ils ont plus tendance à croire qu'elle a un esprit, une personnalité, à faire un biais d'anthropomorphisme, en fait. Ce qui fait que ça participe à cette idée que notre tendance à avoir des intentions dans des objets inanimés ou de faire de l'anthropomorphisme, c'est vraiment un besoin pour contrôler ce qui est incontrôlable, en fait. C'est pour notre sentiment de contrôle personnel. Ce qui fait que le test de Turing est quelque chose d'assez drôle. Qui connaît le test de Turing ici? Ouh, des connaisseurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à voir le film Ex Machina, dont c'est l'un des thèmes principaux. L'un des thèmes principaux, oui, principal, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que le test de Turing? Vous mettez un être humain.
On est bon au niveau temps? Ok. Donc vous mettez un être humain et il doit converser avec un ordinateur et un autre être humain, sauf qu'il ne voit pas, il ne les voit pas en fait. Et le but de la personne, c'est de savoir est-ce qu'il parle à un être humain, qui est l'être humain et qui est le robot, entre les deux. Et ce qui est amusant, je vous ai dit, notre mode de fonctionnement par défaut, c'est attribuer des biais, c'est croire c'est de faire l'anthropomorphisme. Donc là, quand vous passez ce test, vous êtes obligé de contrer votre biais, votre tendance primaire à dire que ça, c'est un être humain. Pour ne pas faire l'erreur un peu stupide de dire c'est un robot alors qu'en fait, non, c'est un être humain. Donc ce qui est bien avec ce test, évidemment, il a de grosses implications philosophiques et en robotique. Est-ce que les IA ont une conscience? À quel moment une IA est vraiment performante? Je ne peux pas rentrer dans ces détails vu que je ne suis pas expert en robotique, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est très intéressant d'un point de vue psychologique de mettre quelqu'un dans ce test pour l'obliger à combattre ce biais, en fait. Et le film Ex Machina exploite très bien ce thème, donc je vous le conseille. Du coup, là, vous avez l'explication, vous avez comment contrer, vous avez comment on appelle ça. Mais bon, en si peu de temps, je suppose que vous n'aurez pas toutes les réponses à vos questions. Du coup, vous vous dites, ce serait bien quand même qu'on ait un domaine qui allie psychologie, robotique, informatique, ergonomie, tout ça pour pouvoir répondre à toutes nos questions, ou au moins y travailler dessus. J'ai une bonne nouvelle pour les amoureux de la psychologie et de la robotique, et même de la science-fiction en général, ça existe cette discipline. Bon, pas en France, enfin, j'ai pas trouvé, mais elle existe. C'est Human Robot Interactions, le HRI, pour faire simple, qui est une discipline, un domaine interdisciplinaire qui réunit des gens en psychologie sociale. Genre, par exemple, je sais qu'il y a une fac en Allemagne qui travaille sur ce sujet, alors qu'ils sont en psychologie sociale. Et ils le font de l'Human Robot Interaction, qui étudie le rapport entre l'homme et la machine dans le quotidien. Parce que les robots vont être de plus en plus dans l'espace social et qu'il y a des questions qui surviennent, comment pouvoir les vendre et comment pouvoir faire en sorte que le public l'apprécie. Et j'aime penser que ce domaine, c'est un peu la psychologie sociale appliquée à la robotique. La psychologie sociale, on étudie le rapport entre personnes, entre individus. On étudie le rapport d'un groupe à un autre, de l'individu au groupe ou du groupe à l'individu. Et c'est la même chose avec Human Robot Interaction. Parce qu'on veut l'inclure, le robot, comme un être social dans un espace social. Et pendant que nous, en psychologie sociale, parce qu'avec SOPSI, on a fait une journée pour les droits de la femme, pendant que nous, on essaie de combattre les stéréotypes dont sont victimes certaines catégories de la population, les HRI, ils font, en Human Robot Interactions, ils font en sorte de combattre les stéréotypes qu'on a sur les robots et qu'on peut voir à cause de la science-fiction. Eux, ils sont pour l'intégration du robot dans notre espace social. Et de leur point de vue, l'anthropomorphisme n'est pas la réponse à tout. Il faut que l'anthropomorphisme soit adapté à la tâche que le robot doit remplir. Parce que vous pouvez prendre un grippin très performant, très intelligent, avec un système d'IA très sophistiqué. Vous pouvez prendre la même intelligence, mais avec forme humaine. Les personnes vont voir le robot à forme humaine et vont dire « Mais non, il est plus intelligent que le grippin ». Alors qu'en fait, non, c'est les mêmes circuits, c'est juste que c'est la forme du robot et ça doit être adapté à ses capacités et à la fonction qu'il remplit. Merci à vous. Et on peut passer aux questions. J'ignore combien de temps il me reste. 5 minutes? Ok, 5 minutes de questions. Bonjour. Sur la notion d'intention, est-ce qu'en psychologie, vous avez un moyen de déterminer à partir de quel moment mon intention m'appartient bien et je ne suis pas victime de mon environnement? Et du coup, est-ce que ce test-là serait applicable au robot? Parce que quand on parle d'intention, il faudrait définir... qu'est-ce que c'est l'intention propre, quoi? Oui, il faudrait définir l'intention, ce qui m'obligerait à définir le libre arbitre, ce qui serait... Oh là là, on aurait tellement de choses à dire sur le libre arbitre et l'intention. Oui, on a des tests pour savoir... Enfin, ça dépend. Vous parlez d'un test au niveau vraiment neurobiologique ou en général? Oui, en fait, c'est la base de notre discipline. En fait. Quand on met un individu dans telle situation, la situation contrôle, et la situation où, par exemple quelqu'un va être à côté de moi, est-ce que je vais réagir de la même façon? Est-ce que je vais prendre la même décision? Ça, c'est une façon de vérifier si on n'est pas influencé de notre environnement, si c'est notre intention propre. Mes collègues en ont parlé tout à l'heure sur l'histoire des biais. Dans les comportements d'aide, par exemple,
On sait qu'il y a des biais selon le nombre de personnes qui se trouvent autour de vous quand vous voulez aider quelqu'un. Donc on ne peut pas être sûr que cette intention soit propre. Mais, et je vais devoir faire très caricatural, l'idée d'une intention pure qui ne viendrait uniquement de nous, c'est un concept qui doit être abandonné pour notre bien à tous. Sincèrement, c'est qu'on ne peut pas concevoir les choses en termes d'absolu, en mode j'ai une intention, elle vient de moi, elle est profonde, elle n'est pas due à l'environnement extérieur. Non, il y a plusieurs choses qui le prouvent, qui participent à prouver que ce n'est pas raisonnable de penser comme ça. Il faut plus penser comme une somme d'influences et de volontés propres qui interagissent et qui pèsent dans la balance, parce que nous influençons autant que nous sommes influencés. Et qu'il y a même des études qui disent que le moment où vous voulez décider d'appuyer sur un bouton, dans votre cerveau, il y a déjà eu les connexions neuronales à l'avance qui ont prévu cette action avant même que vous vous dites « bon, je vais l'appuyer dessus maintenant ». Alors qu'en fait, non, il y a des choses, il y a des potentiels qui ont été activés au préalable pour vous dire « oui, je vais appuyer maintenant ». Donc, et est-ce qu'on pourrait appliquer un tel modèle avec les robots? Je ne sais pas encore, parce que la question de la conscience des robots, c'est vraiment un problème de pure robotique. Et donc, on n'est pas encore à un niveau où on peut dire qu'un robot a une conscience ou non. En tout cas, je ne serais pas capable de répondre à cette question parce que ça a des implications philosophiques et techniques importantes. Voilà. Merci pour votre question. On est bon. Merci à vous et profitez bien du BGF.